Monsieur, on ne sait pas qui c'est qui a posé la question. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour les nouvelles générations de Tunisiens nés en France? Alors, comme on est sous la thématique économique et sociale, donc je vais aborder cet aspect-là par rapport aux Tunisiens vivant en France et le lien par rapport à la Tunisie sur la contribution au développement. Nous avons plusieurs propositions allant dans ce sens-là qui font partie d'un constat et d'un diagnostic de terrain où on s'est rendu compte que, par exemple, l'État tunisien n'avait aucune connaissance réellement des Tunisiens porteurs de projets ayant des entreprises en France ou qui sont sur la volonté à vouloir investir en Tunisie et qu'il n'y a pas réellement un vrai travail de diagnostic et de répertoire. Alors, on propose deux aspects pour cette problématique. On propose deux aspects, deux déclinaisons possibles. Déjà, il faut sortir les Tunisiens vivant à l'étranger, qui sont dans 65 pays, qui parlent 18 langues, sont un enjeu majeur de la stratégie du pays à l'international. Pour cela, il faut rompre avec la tutelle du ministère des Affaires sociales, qui nous maintient dans un rapport d'assistance finalement et de contrôle. Et il faut initier d'autres types de rapports pour pouvoir générer du partenariat et de devenir nous-mêmes acteurs du développement en Tunisie. Pour cela, mettre le secrétariat d'État aux Tunisiens à l'étranger sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères pour donner un autre éclairage et obliger vers une stratification différente parce que ça oblige à réorganiser les services consulaires et ambassades et ça oblige à réorganiser un certain nombre d'institutions qui existent ici, que personne ne connaît, telles que l'API par exemple, donc aucun Tunisien ne fait appel ici quasiment, hormis les gros projets. Mais les petits projets qui sont portés par les Tunisiens et qui sont extrêmement importants, par exemple l'année dernière il y a eu 4000 projets investis, c'est des jeunes qui prospectent eux-mêmes, qui passent des mois et des mois et qui rencontrent des difficultés extrêmement importantes, majeures, donc il faut partir d'un guichet unique dans les services consulaires d'ici pour initier les premiers pas dans la connaissance du terrain économique. Non seulement ça, mais on a une banque française, certes, la Foreign Tunisian Bank, mais qui en même temps a capitaux tunisiens, puisqu'elle est constituée par les capitaux des trois banques publiques. Aujourd'hui, il faut la restructurer pour pouvoir qu'elle s'introduise comme partenaire et porteur également dans ces projets majeurs à Bordeaux. Aujourd'hui, notre contribution, elle s'élève ou elle plafonne à 5% du PIB. Et c'est uniquement en flux monétaire et en devises dont on parle. Mais on ne parle pas de tous les restes, d'accord? Et on ne parle pas des 50% de flux qui passent par de l'informel. Comment le ramener au formel? Parce que c'est une nuisance à l'économie locale en Tunisie. L'informel, ça tue. N'oublions pas que la contrebande et tout ce qui est flux monétaire à l'extérieur du système pèse aujourd'hui 40% du PIB du pays. C'est énorme. Donc nous, on doit trouver des solutions pour qu'un Tunisien qui vit en France ait envie de transiter par des institutions bancaires et ne passe pas par un change sur le trottoir. Il y a des faisabilités importantes. Beaucoup de pays ont testé d'autres moyens. Si toute banque dans son rapport à l'autre met en place des bonifications. C'est-à-dire si vous investissez, je ne sais pas, 1 500 €, vous êtes dispensé de frais. Rien n'empêche une banque tunisienne de réfléchir la question du transfert et la question d'échange de la même manière, avec la même pertinence, pour inciter à revenir vers du formel qui est constructif et qui lui apporte de la contribution réelle dans le système réel et dans le circuit et non pas hors circuit nuisible par rapport à l'économie du pays. Il y a également un autre fondamental, une autre problématique, réellement une autre problématique qui concerne l'épargne des Tunisiens. Aucun Tunisien vivant en France n'a envie d'épargner en Tunisie s'il ne peut pas bénéficier de son épargne à tout moment. S'il rentre des devises, il faut qu'il puisse, s'il a un pépin, pouvoir récupérer de la devise. Aujourd'hui, les 3/4 du temps, on l'oblige à récupérer du dinar tunisien. Donc du coup, dans beaucoup d'établissements bancaires, aujourd'hui, les sorties sont en dinar. Et là-dessus, il y a un vrai travail de communication sur l'existant. Il y a des banques qui ont fait des efforts, mais toutes ne s'inscrivent pas dans cette démarche. Et les établissements publics ne s'inscrivent pas encore dans cette démarche. Il va falloir trouver des modalités plus souples. Et le Maroc a démontré de la pertinence de ce type de mesures en
en laissant tomber par exemple les frais sur le change, sur la partie qui lui revient, c'est-à-dire c'est le BNMU. Quand on passe par des institutions, il y a une partie qui passe par l'institution qui est étrangère et il y a une partie qui passe au niveau des frais par les institutions tunisiennes. La Tunisie peut décider de laisser tomber cette part parce qu'elle gagne en flux plus important et en entrée plus importante. Il y a mille et une manières de travailler. Par exemple, on n'a pas de plateforme qui font entrer les entreprises tunisiennes qui prospectent en France au prix d'entreprises tenues par les Tunisiens en France ici. Aujourd'hui, on estime à peu près la présence de commerçants, c'est le seul sur lequel il y a une mini-étude de fait, parce que l'État n'a jamais investi de recherche en économie et en démographie pour connaître le vrai poids de son immigration et de sa communauté à l'étranger. On sait qu'on estime entre 20 et 25 000 commerçants tunisiens, mais on ne sait pas combien il y a d'entreprises dirigées par des Tunisiens aussi. Il faudrait travailler sur des passerelles et des vraies plateformes d'échange pour travailler sur la complémentarité en termes de compétences. Il y a également un vrai souci par rapport aux diplômés qui sortent d'ici, dont les diplômes ne sont pas reconnus pour une grande partie, dans beaucoup d'institutions en Tunisie aujourd'hui, et une méconnaissance du marché de l'emploi de Tunisie. Il faudrait travailler sur du conseil pour les étudiants fraîchement diplômés, à l'entrée et à la sortie, pour pouvoir les orienter et les guider dans leur recherche par rapport à ce qu'ils pourraient faire et à quel niveau ils pourraient contribuer. Moi je dis la contribution aujourd'hui des Tunisiens vivant en France peut être beaucoup plus importante et plus efficace si on initiait de la transparence dans les pratiques en Tunisie, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont frileux parce qu'ils ne veulent pas passer par un système corrompu et clientéliste, et que là-dessus il y a un vrai souci de rupture avec ce qu'on a connu pour remettre de la confiance. Le maître mot aujourd'hui pour encourager un Tunisien à aller investir et apporter de la contribution au développement du pays, c'est la confiance, et la confiance passe par la transparence dans tous les mécanismes à mettre en place, mais également dans l'implication, dans la prise de décision. Bravo. Si vous faites 5 minutes quand même, vous aurez le droit à poser des questions. Madame Chabal a parlé 5 minutes. Je constate que Madame Chabal, la question qui a été posée, c'était qu'est-ce qu'on proposait pour les jeunes, Madame Chabal, une nouvelle génération. Madame Chabal, elle a répondu pour les Tunisiens tout court, donc je crois qu'elle a escamoté la notion de jeunesse dans sa réponse. Ah non, excusez-moi, là c'est pas la même chose. La question qui a été posée... Est-ce qu'on peut parler moins fort là-haut, s'il vous plaît, parce qu'on ne s'entend pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question qui a été posée à moi, c'est qu'est-ce qu'on propose pour les jeunes qui sont nés en France. La réponse de Mme Chaban, elle a répondu en ce qui concerne les Tunisiens d'une façon générale et elle a escamoté la notion de jeunesse. Donc je vais essayer de remédier à ceci. Pour les jeunes qui sont nés en France, je propose tout simplement que l'État tunisien fasse qu'ils soient de vrais Tunisiens. Comment cela est possible? Sur un plan économique, c'est vrai que la question n'a pas sa place dans ce thème-là, mais le problème, c'est qu'on constate que l'État tunisien, les Tunisiens qui sont en France et surtout les jeunes qui sont là, qui sont pratiquement des citoyens de l'extérieur. Les parents sont venus là pour travailler, pour faire baisser la pression du chômage à l'échelle nationale. Donc on voit les Tunisiens travailler à l'étranger. Ces Tunisiens-là, ils sont installés, ils ont fait des familles. Donc, les jeunes, ils sont considérés pratiquement de là-bas. Quand ils vont là-bas, on les considère comme étant des Français. Ici, ils ne sont pas considérés comme des Français. Les Tunisiens ont une responsabilité dans cela parce que ces jeunes, quand même, la plupart, je parle des tout jeunes, la plupart ne parlent pas arabe parce qu'ils n'ont pas la chance d'apprendre l'arabe, parce que l'arabe, c'est l'une des composantes de la personnalité. Donc la personnalité du Tunisien, c'est quoi? C'est l'arabe al-Hawiya, l'identité nationale. Bon, ça c'est vrai que je réponds, mais sur un plan économique, comme je vous ai expliqué, la question, je m'aperçois mal posée. Pour les jeunes, il faut les aider à apprendre, parce que, comme on dit, la science, c'est la lumière.
Donc ici en France, l'État français déploie énormément de moyens pour l'instruction, mais malheureusement, beaucoup de jeunes tunisiens s'en fichent entièrement de l'éducation, au lieu d'apprendre la science, le savoir qu'ils peuvent utiliser pour eux-mêmes, qu'ils peuvent utiliser par la suite au service de l'économie du pays. Il faut tout apprendre et après l'État tunisien, au lieu de former ces jeunes-là, les récupérer après pour faire des cadres en Tunisie, des ingénieurs, des enseignants. Et malheureusement, là-bas en Tunisie, on a filé toute une intelligentsia, pratiquement des gens que l'État a payé d'argent de devise pour les former dans les universités, dans les meilleures universités occidentales. On les laisse partir en Occident. On n'est même pas fait chier de rester un minimum de conditions vitales pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Voilà, donc sur un plan économique, ces jeunes-là, malheureusement, ils sont au service de la France avant d'être de la Tunisie. Il faudrait inverser la donne. Il faut que ces jeunes-là soient au service de la Tunisie, même étant en France. Par exemple, je vous donne un exemple de l'économie. On vend de l'huile d'olive à la France, on vend des fûts de 200 litres que certaines entreprises françaises mettent dans les bouteilles et multiplient le prix par 10. Alors normalement, moi si j'étais tunisien, si j'étais gouvernement tunisien, je conditionne la vente des ressources naturelles des produits agricoles tunisiens aux Tunisiens qui sont là d'abord et en priorité. Ces gens-là, ils ont le droit de diffuser la production de leur pays, la production de leurs ancêtres, et l'argent ils devraient venir en Tunisie et payer le juste prix. Je ne sais pas si vous reste encore un peu de temps ou pas. Non, c'est bon, c'est fini. Voilà. On voit qu'il y a des débats. S'il vous plaît, là-haut, est-ce qu'on peut avoir un peu de silence parce que c'est pas compatible là, le débat. S'il vous plaît, si vous continuez à parler comme ça, on ne va pas pouvoir faire le débat. Je préfère que ce soit comme ça. C'est beaucoup plus. Voilà. Alors, qui c'est qui a choisi le thème que j'ai vu? C'est toi ou c'est à toi de choisir le thème, non? Voilà. Vous avez encore droit à 1 minute. Super. Voilà. Alors, c'était quoi le thème déjà? C'était justice politique internationale, environnement, aménagement du territoire. Et la question est, quel est le bilan de la Troïka et des Jeux d'Alliance? Vous avez 3 minutes. 3 minutes en tout. 20 minutes en tout. Oui, j'ai combien de minutes? 3:30. Bon. Quel est le bilan de la Troïka et... Pardon? Quel est le bilan de la Troïka et des Jeux d'Alliance? Alors, le bilan de la Troïka et les Jeux d'Alliance. Le bilan de la Troïka et les Jeux d'Alliance, je vais vous expliquer, il est sur le plan économique. L'économie de la Tunisie aujourd'hui, la cessation de paiement, la Tunisie emprunte de l'argent pour payer les salaires, la Tunisie n'emprunte pas d'argent pour investir. Je vais vous faire une confidence. Au jour d'aujourd'hui, il y a un représentant du FMI qui siège au conseil de surveillance de la Banque centrale de Tunisie. Au jour d'aujourd'hui, les hommes d'affaires qui étaient 400 et quelques interdits de voyage au mois de juin dernier, il ne reste que 12 sur la liste, parce que les autres, ils ont monnayé leur sauf-profit. Les hommes d'affaires tunisiens doivent 10 000 millions de dinars d'arriérés fiscaux à l'État. C'est l'équivalent à peu près de 5 millions d'euros. Au niveau de la Banque centrale, tous les crédits toxiques des travestis, des Ben Ali, qui ont permis d'acheter plein de sociétés, parce que les travestis des Ben Ali, il est arrivé à la banque, aux banques, que ce soit nationales ou privées, ils demandaient des milliards de crédits, ils donnaient en gage la SNCFT, la SNT et l'UNICEF, ils donnaient du vent, ils donnaient du gage, ils donnaient du vent en gage, et il y en a aujourd'hui pour 20 000 millions de dinars, c'est l'équivalent de 10 milliards d'euros, c'est des crédits toxiques, c'est des crédits à fond perdu, que l'actuel sous-gouverneur de la Banque centrale, je nomme M. Mohamed Abdi, qui les a transformés en 2012, alors qu'ils étaient classés catégorie 5, c'est-à-dire des crédits irrécupérables, et les a classés en catégorie 0, des crédits garantis hors. Voilà la situation économique de la Tunisie. Voilà la situation économique de la Troïka, qui n'a rien fait. La Troïka, qui n'a pas eu le courage de voter l'article
concernant l'exclusion, il lui manque une fois après. Tous ceux qui ont gouverné avec Ben Ali, tous ceux qui ont appris le métier avec Ben Ali ont été exclus. Pour moi, les gens qui ont été élus en 2011, qui n'ont pas voté cet article-là, qui n'ont pas voté l'exclusion, pour moi, c'est des criminels envers la Tunisie, non déplaise à Mme Chaban. Madame Chaban veut construire une société bâtie sur du droit, un état de droit. Et un état de droit se construit avec une justice transitionnelle. Et le seul qui exclut, c'est le juge. Madame Chaban ne peut pas exclure, elle ne peut pas jouer la chasse à la sorcière. Donc, juste pour répondre à votre mot de la fin, revenons à notre question de départ. Quel était le bilan de la Troïka? Alors moi je pense que la Tunisie a traversé 3 années de soubresaut et de recul à tous les niveaux, que tous les indicateurs sont en rouge. Je ne parlerai pas du déficit de l'État, je ne parlerai pas des 50% d'endettement, je ne parlerai pas de l'inflation galopante, je ne parlerai pas de la classe moyenne qui est paupérisée de plus en plus, je ne parlerai pas des nominations où on a décapité toutes les institutions et toutes les administrations de leurs compétences pour mettre à la base, à peu près on se retrouvait avec 12 nominations sur la base de l'allégeance, qui ont mis encore plus à mal notre pays et l'administration du pays. Cette administration qui a fonctionné sans gouvernement au lendemain du 14 janvier se retrouve aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe parce qu'à la tête des personnes qui n'ont aucune compétence pour pouvoir diriger. La confiance était inexistante au lendemain du 14 janvier. Aujourd'hui, cette confiance est encore plus ébranlée. Et c'est là où moi je dis que le bilan de la Troïka est plus qu'une catastrophe, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de renouer avec la confiance et de nous mettre tous, de nous atteler tous à la construction de notre pays. Malheureusement, certains se sont attelés à la construction de leur parti, oubliant qu'il y avait un pays en jeu et qu'on ne peut pas se construire au détriment des autres de cette manière-là. Parce que bâtir tout un discours sur la division, les 3 présidents ont joué un discours diviseur de la population. On s'est retrouvés les si et les non. On s'est retrouvés à incriminer les uns et les autres de ne pas être assez tunisiens ou de ne pas être tunisiens comme il fallait. On s'est retrouvés avec des violences qui ont émergé. Aucun président n'a assumé ses responsabilités quand le premier assassinat a eu lieu. Aucun n'a assumé. Aucune campagne nationale n'a été initiée par aucun des 3 présidents pour dire stop à la violence. Moi, je leur fais leur bilan, c'est le sang des Tunisiens qui a coulé. C'est ça le bilan de la Troïka. C'est la division de la société. C'est nous diriger entre musulmans et non-musulmans alors que cette question, elle n'avait pas lieu d'être. C'est cette instrumentalisation de la religion qui a été une catastrophe pour le pays et d'une irresponsabilité extrême. Le sang tunisien qui a coulé pour la première fois et les violences qui ont vu le jour. Heureusement qu'il y avait une société civile qui s'est mobilisée et qui a été plus responsable que les responsables. Des millions de personnes qui étaient à Baldou, sur l'avenue et ailleurs, qui ont dit stop, on ne peut plus continuer, il faut sauver le pays. C'est ce franc du salut qui a sauvé le pays, c'est pas la Troïka qui l'a noyé. Et c'est la Troïka qui l'a noyé. Et c'est celle-là que je salue aujourd'hui, parce que grâce à eux, l'apaisement s'est réinstallé de nouveau. On n'a peut-être pas un gouvernement aujourd'hui, on a un gouvernement aujourd'hui qui a réussi plus ou moins à stabiliser un peu la situation. Mais on a des enjeux majeurs qui nous attendent pour rattraper les catastrophes établies, puisqu'il va falloir rétablir la confiance, s'appeler au vrai travail, parce que les enjeux du 14 janvier, jusqu'à maintenant, personne ne serait en préoccupé. Les questions économiques et sociales qui devraient être au centre du discours, personne ne les a engagées aujourd'hui. Et aujourd'hui, reconstruire, c'est aussi proposer des alternatives économiques et sociales autres, en rupture avec ce qu'on a connu. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est du copier-coller de ce qu'on a vécu. Et il ne s'agit pas de reprendre le même modèle et de recommencer les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on doit réfléchir une autre politique agricole, on doit réfléchir une autre politique environnementale, on doit réfléchir sur des secteurs clés à investir et encourager et inciter uniquement ces secteurs-là, et non pas tout azimut sous prétexte qu'on a besoin d'investissement.
Il faut orienter, que l'État soit stratège pour pouvoir désenclaver les régions de l'intérieur et que les investissements soient réfléchis sur du moyen et long terme et non pas uniquement des réponses de colmatage et de bricolage. Rendre, c'est réellement quelque chose de fondamental aujourd'hui. Les jeux d'alliance, parce que j'ai répondu à la première question en 30 secondes, je me suis rendu compte que lors de ces élections législatives, on a beaucoup de partis qui sont neutralisés. Neutralisés pourquoi? Parce qu'ils ont un candidat au présidentiel et comme ils sont tous sur un jeu à vouloir plaire au prince, ben ils se taisent. Et je trouve que c'est vraiment très dommageable par rapport à la campagne. Vous réfugiez pardon, excusez-moi. Madame Chaban, vous réfugiez derrière la société civile. De la période de la Troïka, vous n'êtes pas la société civile. Vous avez été élu, vous êtes actif, vous êtes un élément actif de cette période-là. Vous faites partie du système. Donc les erreurs de la Troïka, il ne faut pas tout mettre sur la Troïka. L'opposition compris, ce qu'on appelle l'opposition compris, elle était absente, elle n'était pas là. Je ne sais même pas pourquoi beaucoup de gens qui ont été élus en 2011, ils continuent encore à siéger à l'ANC parce que pratiquement leur bilan, il est zéro. Ils n'ont rien fait. Je suis désolé. Vous faites partie de la période de gouvernance de la Troïka, que vous vouliez ou pas. Les erreurs de la Troïka, si vous étiez vigilante, il n'y aurait pas eu d'erreur. Vous auriez pu voir cette personne. Alors, moi j'étais complètement en harmonie par rapport aux électeurs. Je me suis retirée de l'Assemblée parce qu'on ne pouvait plus avancer. Et on a vu le piétinement, puisqu'on avait demandé à ce que ça dure une année. La Troïka a voté contre. Ils ont parlé d'un engagement moral qu'ils ont tout de suite trahi, puisque ça a duré 3 années. Et du coup, notre retrait de l'Assemblée a accéléré le processus, a dissous le gouvernement et a sauvé le pays. Et on a pu voter une constitution qui unifie et qui protège l'état civil et l'égalité entre les citoyens. C'est grâce à notre combat avec la société civile et au dialogue national. Merci beaucoup. Merci Madame Chabel. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Monsieur